Bonjour à tous. Je vois qu'il y a moins de personnes que pour la Search Console de Google, mais sujet tout aussi intéressant pour vous protéger par rapport à vos clients. Et avant d'intervenir, d'aller directement dans le sujet, je voudrais savoir un peu qui vous êtes. Donc n'hésitez pas à scanner le petit code et à répondre aux questions, comme ça on saura tous qui vous êtes et ça me permettra d'adapter ce que je dis. Pour ma part, donc Marine de la Clergerie, avocate. Pendant 10 ans, j'ai travaillé en entreprise pour un gros site internet, enfin une entreprise qui avait plusieurs sites de e-commerce notamment. Et maintenant, ça fait 10 ans que je suis à mon compte en tant qu'avocat à Toulouse, donc totalement local. Alors, on va voir un peu. Hop, ça c'était pour me présenter. Alors, la plupart d'entre vous, vous concevez des sites internet. Après du référencement, de la maintenance, un peu de formation et quelques autres. Ça tombe bien, vous êtes au bon endroit pour essayer de vous protéger par rapport aux litiges, aux contentieux, aux réclamations de vos clients. Première chose à savoir, très importante, donc là je vous demande de répondre pour savoir qui sont vos clients, c'est qu'il y a, d'un point de vue juridique, il y a 3 types de clients. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fonction de la typologie de clients, les règles juridiques qui vont s'appliquer ne sont pas les mêmes. Et ça veut dire que la manière dont vous allez présenter vos contrats n'est pas forcément la même. Si vous vous adressez à des personnes qui sont qualifiées de consommateurs, donc quelqu'un qui veut un site mais pas à titre professionnel, c'est juste parce qu'il veut un site pour lui. Là, vous avez une manière de présenter le contrat un peu particulière, un peu comme dans du e-commerce. Il va falloir respecter des informations précontractuelles, il va falloir davantage détailler les informations quant à votre prestation et également faire attention aux droits de rétractation. Parce que si vous faites le site pour ce consommateur que vous n'avez pas parlé de droits de rétractation, vous l'avez fini, il peut se rétracter. Et tant que vous ne lui avez pas dit qu'il avait un droit de rétractation, il peut se rétracter pendant 12 mois. Donc attention si vous travaillez avec un consommateur. Cette règle du droit de rétractation ne s'applique pas si vous travaillez avec un professionnel. Donc si vous n'avez que des clients pros, a priori, ça ne s'appliquera pas. Pourquoi je dis a priori? Donc 60%, 69% pro. A priori, ça ne s'appliquera pas parce que dans un cas, ça va s'appliquer. Et ça, il faut que vous l'ayez en tête parce que dans ce cas-là, dans vos contrats, il faut mettre un formulaire de rétractation. Ça va s'appliquer dans un seul cas, c'est si le professionnel vous l'avez démarché. Exemple, vous venez à mon cabinet me proposer de refondre mon site. Vous me dites, Marine, ton site il est dégueulasse, je vais te faire une refonte. Vous venez à mon cabinet et on signe un contrat à mon cabinet d'avocat. Là, c'est un contrat hors établissement. Ça veut dire qu'il n'est pas signé dans le lieu où vous signez habituellement les contrats. Ensuite, vous allez me demander combien de salariés j'ai. Pour le coup, j'ai 0 salarié. À partir du moment où vous concluez un contrat hors établissement avec un professionnel qui a moins de 5 salariés, il a un droit de rétractation. Conséquence, dans vos contrats, vous mettez l'information sur le droit de rétractation et vous mettez un formulaire de rétractation. Si vous ne savez pas comment faire, vous allez sur mon site, en bas, en footer, vous allez avoir convention d'honoraires. Ma convention d'honoraires est en ligne. Et vous verrez, moi j'ai mis en annexe de ma convention d'honoraires une page spécifique sur le droit de rétractation. Vous repompez cette page. Au moins, vous avez votre annexe droit de rétractation. C'est aussi simple que ça. Enfin, vous l'adaptez, hein, que je ne vais pas Marine de la Clergerie dans vos contrats. Et les non-professionnels, une catégorie un peu spécifique où eux, ils vont de temps en temps avoir des règles du droit à la consommation qui vont s'appliquer. Donc pareil, warning. Donc non-professionnel, pareil, vous mettez le droit de rétractation. Les slides, vous les aurez par ailleurs, puisqu'il y a un PowerPoint attaché, mais je trouvais que la présentation sous forme de questions était plus conviviale. Alors, est-ce que vous avez déjà rencontré des problèmes avec vos clients? Alors, j'espère qu'il y en aura beaucoup qui me diront non. Mais moi, ce que je vois le plus souvent dans les dossiers que je traite, ça va être soit des clients mécontents, soit des prestataires qui font face à des clients mécontents. Les clients mécontents, la plupart du temps, ils viennent me voir en me disant « ça ne correspond pas à ce que j'attendais, les délais n'ont pas été respectés, ça ne fonctionne pas ». À peu près, c'est ça. Du côté des prestataires, ça va être plutôt l'incompréhension. Je ne comprends pas, j'ai bien fait la prestation, ça correspond. Et le client râle, veut des réductions, voire veut résilier son contrat. C'est à peu près ce que j'ai.
Et du côté Presta, j'ai aussi « mon client ne me paye pas ». Ça, c'est assez récurrent, mais je crois que moi aussi je l'ai, et tous les Prestats l'ont. Alors, la plupart du temps, c'est retard, défaut de paiement. On va insister là-dessus. Autre, pas beaucoup. Demande une remise. Pas satisfait du référencement. Pas satisfait des délais. Finalement, peu de gros contentieux. C'est que du contentieux. Alors, gros contentieux, c'est le client qui est vraiment pas content et qui veut résilier le contrat. Là, c'est plutôt du contentieux de paiement, ce qui est embêtant pour votre trésorerie. Alors, la première chose pour vous protéger, ça va être votre pratique contractuelle. Quand j'ai un prestat qui vient me voir parce qu'il est assigné au tribunal et qui me dit « j'ai pas signé de contrat », déjà je me dis « aïe, compliqué ». Pourquoi c'est compliqué? Parce que le contrat va vous protéger. Alors, je vais vous donner des modèles de clauses par la suite, mais il y a des clauses qui sont essentielles en tant que prestataire à avoir. Par exemple, on est à Toulouse, vous exercez à Toulouse, ben c'est plus pratique si le tribunal compétent c'est Toulouse. Si vous ne mettez pas une clause de tribunal compétent, ça va être le tribunal du lieu du défendeur. Donc si vous avez un client à Paris, tout le litige va être à Paris. Donc si vous avez des clients, enfin si vous voulez être assigné plutôt à Toulouse qu'à Paris, mettez une clause qui désigne le tribunal compétent, le tribunal de commerce de Toulouse. Cette clause ne marche pas avec les non-professionnels et elle ne marche pas non plus avec les consommateurs. Mais si vous avez des clients pros, elle fonctionne. Deuxième clause qui va vous protéger, les clauses relatives à la responsabilité. Donc on va le voir plus tard, vous devez plafonner votre responsabilité, par exemple au montant du contrat. Vous devez exclure certains dommages, par exemple donc, tous les dommages indirects, perte de chiffre d'affaires, etc. Et vous devez à peu près tout plafonner et exclure, c'est déjà pas mal. Bravo, vous faites tous signer quelque chose à vos clients, je vous félicite. Un devis, parfait. Mais pas beaucoup, 48% font signer qu'un devis. Il y a toujours plusieurs réponses possibles. Bonne pratique le devis. Par contre, sur votre devis, soit vous mettez vos conditions générales, votre contrat, soit vous mettez, si vous êtes en phase d'impro, un PDF, un lien PDF. Ce devis est soumis à mes conditions générales de prestation de services, de vente, et vous mettez le lien PDF, ça a été reconnu comme valable. Le mieux, pour ne pas avoir de soucis, c'est de mettre le devis plus le contrat. Au moins, on ne pourra pas vous opposer que le client n'a pas eu connaissance du contrat. Cahier des charges, 20%. Donc c'est vous qui le rédigez. C'est important de le marquer que le client n'avait pas de cahier des charges, qu'il n'avait pas de prérequis et que c'est vous qui l'avez rédigé et que c'est qu'un document de début, de cadrage et pas quelque chose de détaillé. Parce que souvent les litiges vont partir de qu'est-ce qui était prévu contractuellement. Et le mieux, c'est d'essayer de dire, voilà, moi, ma presta, elle est cadrée dans un cahier des charges, des spécifications fonctionnelles. Il faut être détaillé. Et après, tout au long du contrat, moi, je dis, je ne livre que quelque chose conforme à mon cahier des charges ou à mon cahier de spécifications, mes spécifications. Et c'est beaucoup plus simple à défendre que quand on ne sait pas sur quoi on part, à quoi on devait être conforme. Donc, essayez de détailler vraiment, voilà ce que je vais vous faire. Et effectivement, si le client n'est pas content, c'est blanc ou noir, c'est pas gris. Le problème, c'est que c'est tout le temps gris dans les contentieux informatiques. C'est là où c'est compliqué. Donc, essayez d'exprimer le besoin du client et ce que vous allez faire, surtout. Pas que le besoin du client, parce que le client veut toujours beaucoup de choses. Mais au moins, ce que vous allez faire, essayez d'être très détaillé sur ce que vous allez faire et la limite de votre prestation. Plus vous serez détaillé, plus c'est simple après pour vous défendre. PV de livraison recette, 7%. Alors, je ne sais pas trop comment vous travaillez, mais il faut vraiment que vous ayez, même si c'est un mail, des accords du client. Ok, j'accepte ce que vous m'avez fait. Cette partie-là, c'est bon. Et si vous pouvez le faire au fur et à mesure, c'est parfait. Vous livrez quelque chose, vous faites accepter le client, d'une manière ou d'une autre, soit avec un système informatisé, soit par mail, mais faites accepter le client qui dise « Ok, j'accepte ». C'est bon. C'est hyper important pour la suite. Alors moi, ce que je vois dans les contrats, c'est souvent accord de confidentialité, devis, conditions générales, cahier des charges, etc. Accord de confidentialité, c'est pas mal quand on commence à rencontrer le client, qu'on bosse pas mal pour le client et que derrière, il ne se passe plus rien. Et que le client se resserre de notre travail pour le faire lui-même ou le faire faire à quelqu'un d'autre. Et bien, dans cet accord de confidentialité, je dis,
C'est un peu plus large qu'un accord de confidentialité, mais en général, je veux dire, non seulement tout ce qu'on se dit, c'est confidentiel, mais en plus, tout ce que je vous donne au moment de la préétude ou de la réunion de cadrage, ça reste entre nous aussi. Et si vous ne prenez pas la mission, vous n'avez pas le droit de vous en resservir. Et si vous le faites, vous me devrez 5 000 €, par exemple, ou 2 000 €, ou 1 000 €, peu importe, mais une clause pénale. Ce qui veut dire que si vous vous rendez compte que votre client a utilisé votre travail sans vous payer, vous allez devant un magistrat et la clause va s'appliquer automatiquement. Mais au moins, il ne vous aura pas pillé. Parce que c'est une chose qu'on voit assez souvent. Donc, retard de paiement. A priori, c'est votre plus gros souci. Donc, dites-moi un peu ce qui vous arrive en retard de paiement. Comme ça, on pourra détailler. Ça va se mettre à jour au fur et à mesure. Personnellement, j'ai peu de retard de paiement. Pourquoi? Parce que je fais beaucoup payer quand ce sont des petites prestations. Au-dessous d'un certain montant, je fais payer avant de commencer la prestation et je fonctionne beaucoup par provision. Et souvent, je dis un livrable, une facture, un paiement. C'est assez simple. Mais je rencontre quand même quelques retards de paiement. Et là, effectivement, on se dit, qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'aurais pu mettre et qu'est-ce que je fais ensuite? Donc la plupart du temps, le mieux, c'est quand même de prévoir des clauses assez précises dans vos contrats pour dire, voilà, vous avez une facture. Sur ma facture, vous avez bien mis toutes les mentions obligatoires et notamment, vous avez mis la date limite de paiement, vous avez mis les intérêts de retard, vous avez mis l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € pour les professionnels et votre facture est propre. Ce qui veut dire que quand on a des gros donneurs d'ordre, dans certains cas, ils vont vous dire, votre facture n'est pas conforme à nos usages, refaites-la et on vous la paiera. Prévoyez-le avant. Si vous savez que vous travaillez pour une grosse entreprise, demandez-leur. Est-ce que vous avez un format de facture? Est-ce que vous avez une référence? Comme ça, au moins, on ne perdra pas de temps dans le méandre administratif de la facturation. Après, pas mal de sociétés optent pour le prélèvement. Plus pratique, ça a un petit coût, mais c'est quand même assez pratique. Et les grosses sociétés web, la plupart du temps, font payer par mois aux clients, mais cèdent leurs créances à des Grenke, Locam, etc. C'est-à-dire que j'ai une prestation pour, par exemple, pour moi, on me propose un site web pour 3 ans. Moi, je paye tous les mois, mais vous allez recevoir l'intégralité de la somme pour 3 ans. Donc, je cède ma créance. Ça peut être une autre solution envisageable. Et après, quand vous travaillez avec des pros, que vous accordez des délais de paiement, des paiements à 30 jours ou 45 jours, vous pouvez voir avec votre banque ou avec d'autres organismes pour assurer ce paiement, être sûr que votre co-contractant vous paiera. Donc c'est de l'assurance crédit. Donc plusieurs solutions pratiques. Alors, peu de prélèvements, peu n'ont pas de retard de paiement. Ça veut dire que tout le monde a des retards de paiement. 18% ont un suivi rigoureux des échéances et relances. Ça, c'est important. Vous devez vraiment suivre vos échéances de facture, vous devez relancer et avoir même un calendrier de relance. C'est-à-dire, à J+1, vous envoyez un mail, à J+7, vous envoyez un courrier simple, à J+14, vous envoyez un courrier recommandé. Plus on attend, c'est statistique, plus on attend, moins on a de chances d'être payé. Donc vraiment, faites un bon calendrier. Préparez-vous votre lettre de mise en demeure type. Au moins, après, vous industrialisez. Ou vous automatisez. Maintenant, il y a des outils qui permettent d'automatiser les relances. Donc, n'hésitez pas à automatiser. Donc, pas d'assurance crédit contre les impayés. Vous faites payer des acomptes. Peu envoient les factures régulièrement. Je crois que c'est notre lot à tous. Mais je pense qu'on devrait les envoyer plus régulièrement pour assurer une bonne trésorerie. C'est quand même le nerf de la guerre, la trésorerie. Donc là, sachez que les entreprises ont l'obligation de vous payer dans le délai indiqué sur la facture. Elles se font régulièrement condamner. Et comme ça ne marche pas très bien et que c'est plutôt les petites entreprises qui font les frais de ces impayés, le gouvernement a mis en place pas mal de mesures et notamment une mesure de name and shame. C'est-à-dire que sur le site de la répression des fraudes, ils vont afficher tous les mauvais payeurs et les amendes. Donc là, j'ai pris quelques amendes du mois de mai. Vous voyez, il y en a déjà pas mal. Les amendes sont salées, mais visiblement, ça continue, puisque tous les mois, il y en a autant. Donc voilà, à peu près.
D'après vous, votre contrat, est-ce que je peux, moi, l'annuler si un client vient me voir sur certains fondements? Exemple, vous avez fait une prestation qui n'est pas conforme au RGPD. Tout le monde connaît le RGPD, je suppose. Vous avez déjà eu des infos là-dessus et des WordCamp là-dessus. Ou le contrat ne mentionne pas le droit de rétractation. Ou le contrat a été conclu par voie électronique, mais il n'y a pas une clause spécifique, c'est-à-dire conclu à distance. Alors c'est les trois. Attention, là je vous ai mis un exemple d'une société. Vous avez un devoir de conseil vis-à-vis de vos clients. C'est-à-dire que quand vous concevez un site pour un client, le client ne connaît pas forcément la réglementation. On a eu ce matin une présentation sur l'accessibilité. En gros, le mois prochain, tous les sites de e-commerce vont devoir être accessibles. Ça pose un petit souci pour les sites existants, mais aussi pour les nouveaux sites. Si vous concevez des sites qui ne sont pas accessibles, ça veut dire que vous ne respectez pas la réglementation. Votre client ne connaît pas forcément cette réglementation. Donc s'il se fait condamner pour un défaut d'accessibilité, il va se retourner contre vous. Ou s'il veut tout simplement résilier le contrat, il va me dire quels sont les fondements sur lesquels je peux résilier le contrat, et je vais chercher tous les fondements que je peux trouver, et notamment ceux-là. Alors c'est certes des fondements secondaires parfois, parce que le site est bien réalisé, parce que les échéances ont bien été respectées, mais ce sont des fondements qui prospèrent en contentieux. Donc le site ne respecte pas le RGPD, pas de bande aux cookies pas conforme, ou bande aux cookies, mais il y a quand même du tracking, les cookies ne sont pas annoncés. Et là, c'était ce qui s'est passé sur cette société où Cometic avait pour client la société Optique Saint-Jacques. Et la société Optique Saint-Jacques a réussi à faire annuler le contrat parce qu'ils ont estimé qu'ils ne respectaient pas, le site qui a été livré ne respectait pas la réglementation sur les cookies. Et donc, ça a entraîné un risque pour le client. Et donc, c'était une condition essentielle du contrat qui n'était pas respectée. Annulation du contrat, condamnation du prestataire. Et ça, c'est assez courant d'un point de vue juridique. Contrat conclu par voie électronique, sachez juste que dans vos contrats, vous devez expliquer les étapes pour conclure le contrat par voie électronique. C'est pareil qu'un site web. C'est-à-dire que si vous ne concluez pas le contrat devant la personne avec une signature à côté, et que vous le faites à distance et par voie électronique, vous devez mettre une clause. Donc, on ne va pas mettre la clause comme dans les contrats de e-commerce, où je mets dans mon panier, je vérifie, je clique, je reçois un mail de confirmation de commande, etc. Non, vous n'allez pas mettre ça. Mais vous mettez une clause comme quoi l'échange de mails suffit pour conclure le contrat, par exemple. Et là, votre contrat est valable. Ça aussi, ça a été une cause d'annulation de contrat. Parce qu'on ne respecte pas les règles relatives aux contrats conclus par voie électronique qui sont dans le Code civil. Donc mettez des petites clauses comme ça, c'est important. Responsabilité. Je vous l'ai dit en introduction, c'est une des clauses les plus importantes à mon sens. Quand je vous défends, si j'ai une clause de responsabilité, ça plafonne l'enjeu du litige. C'est extrêmement important et ça évite d'avoir des contentieux où je vois des demandes de dommages et intérêts à plus de 100 000 € pour soi-disant perte de chiffre d'affaires, atteinte à la réputation, etc. Donc mettez des clauses de responsabilité dans vos contrats. Dans la présentation, je vous ai mis un modèle de clause. On a quand même beaucoup d'entre vous qui n'ont aucune clause relative à la responsabilité. Donc modèle de clause, c'est à peu près ça. Celle-là, je l'ai trouvée sur un site qui est pas mal, qui s'appelle Law Insider et qui scanne le web à la recherche de clauses. Donc vous pouvez, si vous ne voulez pas faire appel à un avocat, même si je vous le recommande fortement, vous servir de l'IA, de ce que vous pouvez trouver, mais prenez des sources plutôt fiables. Celle-là, c'est une source qui est pas mal parce qu'on peut rechercher des contrats d'autres sociétés. Ce sont des vraies clauses qu'on trouve chez les autres et dont on va s'inspirer. Et là, vous voyez bien que vous avez une limitation de la responsabilité, un plafond de responsabilité, une exclusion de responsabilité. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, du moment que ce ne soit pas contraire à la loi, mais en exclusion de responsabilité, c'est peut-être là où il faut mettre, si vous avez une prestation de référencement, que vous ne garantissez pas, ce n'est pas une obligation de résultat le référencement. Donc c'est peut-être là où vous ne garantissez pas la première position, etc.
Vous pouvez le mettre dans les clauses d'exclusion de responsabilité. Plafond de responsabilité, en règle générale, on plafonne vos contrats au montant du contrat. Rarement plus, c'est de la négociation avec le client. Parfois moins. On peut dire, vous avez payé un site 2000, si jamais ça ne vous convient pas et que vous engagez ma responsabilité, ce que vous pourriez toucher, ce sera uniquement 1000 ou 2000, etc. Ce sont des clauses de responsabilité et de plafonnement de la responsabilité. Le plus important à mon sens, c'est de plafonner et d'exclure tout ce qui est dommages indirects, perte de chiffre d'affaires, etc. C'est vraiment le plus important. Plus l'air de marcher. Si, ça y est. Je suis offline. Un peu d'aide. Je pense que je suis offline. Problème de connexion. Quel temps fait-il à Toulouse? Ça marche. Allez, on va rafraîchir. Hop, voilà. Intelligence artificielle. Je pense qu'il manque une question. Hop, vite. Tribunal compétent. Il manquait le tribunal compétent. Donc ça, ce sont les clauses litiges que je vous recommande également d'avoir dans vos contrats. Donc déjà, est-ce que là, dans vos contrats, vous avez des clauses indiquant que le tribunal compétent, si jamais il était saisi, c'est celui de votre ville? Est-ce que vous avez une clause de conciliation obligatoire, de médiation, ou aucune clause? Ce qui est important, c'est de prévoir une escalade, un peu comme pour le paiement. On va essayer de dire, si vous avez un problème, première chose, on essaie d'en discuter. Et on le met dans le contrat que c'est une clause de conciliation préalable obligatoire, ce qui veut dire que votre client ne peut pas saisir le tribunal si d'abord il n'a pas respecté cette clause. Ensuite, si la conciliation ne marche pas, on dit on va peut-être passer sur de la médiation, un mode alternatif de règlement des litiges. Ça évite aussi de passer au tribunal. Vous avez des modes de médiation. Donc soit on appelle un médiateur, on paye un médiateur, il y a plein de centres de médiation partout en France. Soit on peut aussi faire appel au médiateur des entreprises qui est un système gratuit. Donc si l'enjeu du litige n'est pas énorme, c'est peut-être une bonne solution. Et donc le médiateur, vous le contactez en ligne sur le site de la médiation des entreprises. Il vous contacte, il prévoit des réunions et vous discutez du litige et vous essayez de co-construire une solution. C'est une solution intéressante pour éviter le contentieux. Et sinon, après, vous prévoyez une clause litige en disant que c'est le tribunal de votre ville qui va être compétent, ce qui est beaucoup plus simple pour vous par rapport au déplacement et par rapport peut-être à votre réseau de connaissances, notamment d'avocats. Alors, pas mal sur le lieu du tribunal compétent. Conciliation, pas grand monde de la mise, et médiation, encore moins. Là, je vous ai proposé une clause qui a été faite, qui part de ce que je fais habituellement, et qui a été, je l'ai soumise aussi avec Perplexity, qui est une autre intelligence artificielle, qui peut être pas mal, parce qu'elle cite ses sources, et donc je trouve que c'est plus intéressant que de faire sur ChatGPT. Au moins, au niveau juridique, je trouve qu'elle est plus pertinente. L'IA. Est-ce que vous utilisez de l'IA? Comment vous en servez? Donc là, plein de questions. Et quelques réponses. À mon avis, vous en servez tous, que ce soit pour générer des images, du texte, du code, etc. Maintenant, est-ce qu'il y a des risques à l'utilisation de l'IA? Oui. Alors, on a beaucoup entendu des risques par rapport aux droits d'auteur, donc utiliser des sources de données qui sont protégées. Ça peut être des actions de tiers qui vont dire vous n'avez pas le droit d'utiliser ces sources-là ou ces produits-là, enfin ces images-là, etc. Et également des actions parfois des autorités de contrôle. C'est-à-dire que quand vous créez par exemple des fiches articles par IA, ça peut générer des vraies problématiques juridiques parce que l'IA ne sait pas que sur certains articles, on n'a pas le droit de mettre telle allégation. Exemple, les allégations santé sur certains compléments alimentaires, c'est quand même très limité. Ça, l'IA, peut-être qu'elle ne le saura pas. Donc si vous générez automatiquement des fiches articles qui ne respectent pas la réglementation, c'est votre responsabilité. Si vous générez des images qui appartiennent à des tiers,
pour des fiches articles pareils, c'est également une vraie problématique. Donc ça veut dire qu'il y a forcément un risque lié à l'IA. Donc les bonnes pratiques par rapport à ça, c'est bien entendu bien choisir son système, vérifier le niveau de risque que vous avez. Donc on sait que si on a des IA qui sont à risque inacceptable, on ne peut pas les utiliser, mais je ne pense pas que ça vous concerne. Vous ne faites pas de scoring social, d'évaluation sociale des personnes. Des IA à risque limité, peut-être plus. À haut risque, peut-être, mais je suis très dubitative sur le fait que vous travaillez par exemple de l'IA sur des dispositifs médicaux, des choses comme ça. Donc ça va être plutôt de l'IA à risque limité. Et là, les obligations existent, mais sont atténuées par rapport aux autres types d'IA, de risque d'IA. Dans tous les cas, je vous recommande d'informer vos clients de l'utilisation de l'IA. Et je vous recommande aussi de vérifier la réglementation, si la réglementation est bien suivie. En interne, vous avez une obligation de formation de vos collaborateurs, mais c'est un peu pareil que le RGPD, pareil que l'accessibilité, l'IA. Vous pourrez faire un package conformité, former vos collaborateurs, c'est une obligation. Et être transparent sur son utilisation. Bon, tout le monde a l'air d'informer. Non, il y en a peu qui informent. 8% informent les clients, 8% n'informent pas les clients. Il n'y a pas une utilisation massive. Je pensais que vous alliez utiliser massivement l'IA dans vos prestations, mais pas tant que ça. Bon. On arrive au bout de cette présentation. On a du temps pour discuter de vos pratiques, discuter de vos questions, de vos angoisses vis-à-vis de vos contrats et de ce qu'on pourrait mettre en place ou comment on peut vous aider. Autant en discuter, c'est le moment. Bonjour, merci pour la présentation. Je pense que vous allez avoir après 300 personnes qui vont venir demander à faire un contrat. Moi, j'avais une question par rapport au RGPD. Nous, créateurs de sites, on a une obligation d'information, on a une obligation de conformité. Conformité plutôt. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas créer un site non conforme, on vous le reprochera. D'accord. Et comment on peut prouver que nous, quand on a créé le site, il était conforme et que c'est pas l'utilisateur après qui a rajouté un machin de tracking sans avoir le bandeau cookie ou quelque chose comme ça? Alors, une des preuves faciles, rapides et gratuites, c'est peut-être de faire un screen sur archive, archive.org ou .net, je ne sais plus comment c'est. Moi, on s'en sert, ça a été reconnu comme valable. Ouais. Webback Machine. Ouais, la Wayback Machine. Wayback on retourne en arrière. Ouais. Ça, c'est pas mal. Mais après, dans la manière dont vous discutez avec vos clients sur la conformité, je vous recommande de les alerter. Dire, on n'est pas des spécialistes de la conformité, que ce soit RGPD, accessibilité, IA, etc. Discutons-en, mettons-nous d'accord sur ce qu'on va faire et qui va faire quoi. Peut-être que ce n'est pas votre rôle de vérifier la conformité du module de cookies. Et vous allez dire à votre client, faites vérifier en interne ou en externe si c'est bien conforme. Parce que selon les pays, ça ne va même pas être les mêmes règles. Aux États-Unis, les règles cookies ne sont pas les mêmes qu'en France. Donc attention. Après, si vous faites des formulaires de collecte de données, si elles ne sont pas conformes, vous avez une obligation de conseil. Donc ça pourrait vous être reproché. Si vous mettez tous les champs obligatoires sur vos collectes de données, on va vous dire, attendez, c'est pas conforme à la réglementation, c'est pas conforme aux bonnes pratiques. On peut engager votre responsabilité. Dans 1 an, le démarchage téléphonique sera soumis à consentement. Ça veut dire que, consentement préalable, ça veut dire que dès lors que dans vos sites, vous collectez le numéro de téléphone d'un consommateur, il faut mettre une mention obligatoire. Vous êtes au courant que vous acceptez d'être démarché. Un opt-in. Etc. Pour l'accessibilité, c'est la même chose. Pour la sécurité, on peut vous reprocher que votre site ne respecte pas les bonnes pratiques en matière de sécurité. Pour trouver les bonnes pratiques, il y a plein de fiches sur le site de la CNIL ou de l'ANSSI. Guide pour les applications mobiles, guide pour l'authentification multifacteur, etc. Pareil, il faut se renseigner, il faut se former sur tout ça dès le départ. Et en discuter avec le client en disant quelles sont vos exigences en termes de sécurité, quelles sont, voilà ce qu'on va mettre en place. Mais pour vous, ça va prendre plus de temps, donc
Après, il faut que ça reste cohérent avec votre facturation. C'est la difficulté. Là, en ce moment, le grand sujet, ça va être l'accessibilité quand même, hein, notamment pour les sites de e-commerce le mois prochain qui doivent être conformes. Je pense qu'il y a peu de clients qui sont au courant. Et peu de prestataires qui sont formés, d'après ce que j'ai pu voir lors de la conférence. Donc là, il y a peut-être une action à faire vis-à-vis de vos clients en les alertant qu'il y a une nouvelle réglementation qui est applicable en juin, que vous leur recommandez de vérifier s'ils sont directement impactés et d'en discuter pour les orienter vers des sociétés spécialisées en accessibilité et conformité accessibilité, par exemple. Oui. Bonjour. J'aurais une question là, juste là. Par rapport à la durée de validité d'un devis qui est signé. En fait, je suis graphiste et je vois que par rapport au site internet, j'ai des clients qui mettent 2 ans, parfois, là ça m'est arrivé 2 fois, pour revenir vers moi après avoir signé un devis et pour commencer le travail, la mission de création de site internet. Vous faites ce que vous voulez. En fait, c'est par contrat. Le contrat, de manière générale, le grand principe, c'est la liberté contractuelle. Donc vous pouvez mettre dans vos conditions générales, par défaut, nos devis sont valables 7 jours, 1 mois. Mais une fois signé en Oui. fait, même signé, non signé, non signé. Ouais, c'est pas c'est ça. la durée de validité. Ils ont été signés et Ouais. la mission commence 2 ans après. Donc, Alors dans le contrat, vous pouvez le mettre. D'accord. Vous pouvez prévoir, voilà, le devis a une validité de temps. Le début de la mission peut être repoussé au maximum pendant une durée de temps. Après 3 relances, 2 relances, une relance, le contrat sera annulé, résilié automatiquement. Vous pouvez. C'est la liberté contractuelle, la liberté des parties. Vous pouvez mettre plein de choses dans les contrats et vous n'êtes pas obligé d'utiliser des termes juridiques. Vous pouvez utiliser vos propres termes et au contraire, que ce soit compréhensible à la fois pour le client et pour vous. Okay. Parfait, merci. Quelqu'un ici. Oui, bonjour. Moi, je suis web designer et j'ai une question parce qu'on parlait des impayés. Et moi, j'ai une cliente, pendant 9 mois, elle ne m'a pas payé. Et sur mes conditions générales de vente, donc je mets les responsabilités les miennes, mais je mets aussi celles du client et ce qu'il doit faire. Voilà. Et du coup, moi, j'avais marqué comme ça que je pouvais être susceptible de rompre le service, c'est-à-dire couper le site. Mais donc, du coup, au bout de 9 mois, j'ai fini par lui dire, mais est-ce que légalement, j'ai le droit de couper son site internet ? Alors, c'est prévu dans le Code civil que s'il y a une des parties qui n'exécute pas sa prestation, vous pouvez ne pas exécuter la vôtre. Mais effectivement, il vaut mieux le mettre dans le contrat et être assez précis. C'est ce que font tous nos opérateurs, hein, que ce soit Netflix, Orange, etc. On ne paye pas, le service est coupé. Donc après, on sait très bien que pour certains clients, couper le service, ça peut être vraiment très compliqué et un enjeu financier énorme. Donc c'est là où, en pratique, si juridiquement c'est valable, en pratique c'est compliqué, et il ne faut pas que ce soit brutal, et il faut qu'il y ait vraiment une bonne raison. Donc vous pouvez prévoir un système d'escalade en disant, au bout de 3 relances, les 3 relances dont on a parlé, hein, mail, courrier simple, courrier recommandé, s'il n'y a pas de paiement, on sera dans l'obligation de couper le site, sans que vous puissiez réclamer des dommages et intérêts. Oui, alors même si moi, personnellement, je ne me voyais pas le faire, mais le fait de lui avoir dit, bizarrement, il m'a payé dessus. Voilà. Merci pour votre réponse. Je vous en prie. Alors, bonjour. Bonjour. J'ai une petite question sur le volet légal, c'est-à-dire, je suis là. Oui. En gros, est-ce que je mets toujours des rétro-plannings, j'ai mes CGV, mon contrat, etc. Et je mets un rétro-planning avec des dates de livrables et une organisation parce que le client me demande un délai, mais pour respecter le délai, il faut aussi qu'il s'engage. Donc, il y a un rétro-planning dans le devis avec le contrat, etc. Avec les obligations du client par rapport à ce rétro-planning. Les miennes et les siennes, Très bien. sachant que je les respecte tout le temps. Et en fait, je suis tombée sur une cliente, une fois, infecte. Et donc, je me suis dit maintenant, comme moi, je respecte toujours mes délais, eh ben, je mets bien mes délais. Et je me suis dit, le fait qu'elle ne respecte pas ces délais me permet de, moi, sortir du contrat. Parce que si je suis engagée, et là, je voulais juste valider que c'était légal, en fait. Je me suis dit, si je suis engagée par le contrat parce que
elle l'a signé et que j'ai démarré la prestation, je ne peux pas le rompre de façon unilatérale en disant vous êtes infect et je bosse pour vous. Il y a un risque de rupture de relations commerciales brutale et que ça pourrait vous être reproché. C'est ça. Et je voulais savoir et partager cette technique avec d'autres collègues, voilà, d'avoir cette possibilité en fait de se dire moi je sais que je suis toujours dans les délais, donc je mets ce truc-là, comme ça elle est en retard. Et puis à un moment donné, je lui dis non, ça je peux pas le faire, on est hors délai, etc. On est bon. On est bon si vous avez des clauses de résiliation très précises. Donc ça veut dire que dans le contrat, vous devez vous mettre d'accord avec le client. Voilà, vous pouvez sortir dans tel et tel cas. Moi, je peux sortir dans tel et tel cas. Mais vous pouvez même sortir en vous disant à tout moment, je peux rompre le contrat. Bon, je pense que vous n'aurez pas trop de clients. Ils préfèrent quand même que le prestataire soit un peu engagé. Mais vous pouvez dire que dans les circonstances suivantes, le contrat pourra être rompu. Et dans des circonstances très graves, dans des fautes très graves de la part du client, que vous considérez très graves, vous pourrez rompre le contrat. La dernière fois, j'ai inséré ce type de clause pour une prestataire où le client l'avait insulté. J'ai dit que c'était intolérable, que c'était un manquement grave au contrat auquel on pouvait mettre fin immédiatement. Donc si vous rédigez bien vos clauses, c'est du contrat. En face, vous avez un professionnel a priori, c'est ça ? Donc là, vous mettez ce que vous voulez avec vos mots et vos situations rencontrées. Et vous faites évoluer vos contrats par rapport aux situations que vous rencontrez pour plus les rencontrer justement ou pour prévenir ce type de situation. Donc là, ce que vous avez fait, ça me semble plutôt bien adapté. Okay. Mais il faut que ce soit très clair pour le client. C'est hyper clair. Bravo. Merci beaucoup. Non, alors une dernière question, parce qu'une dernière question. Merci. Alors moi, ça concerne en récit. Ça concerne l'accessibilité pour les sites de collectivité. Moi, j'ai livré un site il y a plusieurs années, bien avant qu'on parle d'accessibilité, de mise en conformité, de tout ça. Le problème, c'est que je les ai encore en abonnement de maintenance, mais plus j'interviens, je fais juste que de la maintenance, tout simplement. Je sais que c'est une petite commune, pas de budget, le maire râle dès que je demande la moindre chose. Donc la mise en conformité, quand je lui ai expliqué ce que ça implique, il a bien compris que ça demandait un coût, donc qu'il n'est pas prêt à faire. Moi, vis-à-vis de ce client, c'est-à-dire que le site a été livré c'était en 2020. Donc et il n'était pas concerné déjà par la loi de 2005 Alors, pas à ma connaissance, moi. C'est peut-être c'est quelque chose à vérifier avant. C'est est-ce qu'il était concerné avant ? Est-ce qu'il va être concerné par la nouvelle réglementation ? C'est pas sûr. Hein. Ce ne sont pas les mêmes. Il y a vraiment deux réglementations. Il y en a une qui vient d'une directive européenne et qui va être applicable en France le mois prochain. Mais il y avait une autre réglementation qui est beaucoup plus ancienne pour tout ce qui était public. Donc peut-être que vous étiez déjà pas forcément complètement à jour sur la première. Ouais. Mais là, je pense qu'il y a prescription. Oui. Alors juste pour info, parce que j'ai essayé, j'ai apporté du conseil en le redirigeant vers des professionnels de l'accessibilité. Voilà, moi. Très bien. Et vous l'avez fait par écrit. Et il faut que je regarde mes mails. Mais par contre, il m'a répondu j'ai visité le site de la Banque de France, tiens, ce copier-coller, intègre-le. Et en fait, c'était la page de mise en conformité, mettre dans le footer qu'on est partiellement conforme. Voilà, bon, quelques vous l'avez petits alerté détails. sur le fait que vous ne pouviez pas. Oui, non, après ça, je l'ai alerté sur page. ça. Mais le fait que vous disiez qu'on puisse se retourner vers moi parce que le site n'était pas conforme, il a respecté Pour la l'instant, il commande. n'y a pas de décision. Les seules décisions que j'ai vues sur l'annulation du contrat, la résiliation du contrat pour non-conformité, c'était plutôt à la réglementation relative aux données à caractère personnel. Accessibilité, je n'ai pas vu, mais c'est un moyen qui pourrait être utilisé à l'avenir. Ok. Mais le il n'y a pas problème, tant que c'est ça de contentieux, ne vous inquiétez pas non plus. Hein. Je suis allée les chercher dans des bases de données spécifiques et ce sont plutôt des très grosses sociétés. Alors moi, j'en ai beaucoup parce que c'est mon métier, mais ce n'est pas la plupart. Moi, ce que je disais, c'est si on fait, on essaye d'agir pour être dans la conformité, je pense que ça peut passer un petit peu. Mais là, j'ai fait la conférence sur l'accessibilité. C'est énorme, là, tout ce qu'il va falloir faire comme boulot. Et il ne va pas être prêt à sortir. Conseillez vos clients d'aller voir des spécialistes d'accessibilité, effectivement. Ouais. Bon, merci. Savoir s'ils sont concernés et mettre en place en disant que vous n'avez pas la compétence. Au moins, vous êtes transparent. Oui. Merci à tous. Merci beaucoup, Marine, pour toutes ces infos.
Quelques points d'inquiétude, hein, je crois. Bah, j'espère pas, c'était le contraire que j'essayais de bah faire, alors, mais très bien. c'est peut-être raté. Non, c'est pas ça. Donc c'est les moi. modèles de clauses qui ont été présentés, vous les aurez dans le PowerPoint. Tu nous donneras. Je te l'ai déjà envoyé. Tu me l'as déjà envoyé. Parfait. Merci Merci. beaucoup. Et donc, sans plus attendre, la pause.